Salut à toi, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler fiscalité. Aujourd'hui, je vais te présenter en fait les différents régimes fiscaux dans lesquels tes loyers vont potentiellement être imposés. Alors, le but de cette vidéo, c'est pas de t'en mettre plein la tête. Au contraire, c'est de faire un schéma le plus clair, le plus simple possible pour que finalement tu puisses derrière savoir dans quelle catégorie tes loyers vont être imposés. Alors ce que je te conseille, c'est d'être accompagné vivement d'un expert comptable, d'un fiscaliste, tout simplement pour t'accompagner, pour te conseiller sur le choix du régime fiscal. Ça va être hyper important et surtout déterminant pour la suite de tes investissements. Donc voilà, en fonction de ta situation, de tes revenus, tes projets, tes objectifs, la façon dont tu as besoin de gérer ton argent, l'expert comptable, le fiscaliste va te conseiller, on va dire, un certain type de régime fiscal et donc du coup, ça va en découler un certain type d'investissement. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va schématiser un petit peu les différents régimes fiscaux. Tout d'abord, il y a deux grandes familles, la famille non meublée et la famille meublée. Alors quelle est la différence? Tu dois le savoir. La famille non meublée, c'est tout simplement des grands logements dans lesquels il n'y a rien à l'intérieur et nous, on doit apporter son mobilier pour y vivre. La famille des meublés, finalement, c'est souvent les petites surfaces. Quand tu étais étudiant, tu as souvent des studios, des petits T1, où finalement tout est à l'intérieur. Le clic-clac est déjà là, la literie est déjà là, table, chaise, couvert, tous les ustensiles finalement pour y vivre. Et nous, on apporte un peu notre côté personnalisation. Donc voilà, je le répète, on a deux grandes familles, la famille des non meublés, la famille des meublés. À l'intérieur de chaque grande famille, on a deux sous-familles, le micro et le réel. Et là aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler finalement, dans les grandes lignes, les différents régimes fiscaux, que ce soit du non meublé, donc au micro ou au réel, ou le meublé au micro ou au réel. Alors tout d'abord, on va commencer par le plus simple, le micro foncier. Donc on est dans la famille des non meublés et dans le régime fiscal micro-foncier. Le micro-foncier, c'est le régime fiscal qui est le plus utilisé en France et pourtant qui est le moins avantageux. Pourquoi? Pourquoi c'est le plus utilisé? Parce qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que demain, j'achète un appartement, je le mets en location, je ne fais rien. Fiscalement, lorsque je vais rentrer des loyers à l'intérieur de mon bien, lorsque je vais encaisser des loyers, elle va directement rentrer dans la case du micro-foncier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche à faire, on ne doit pas aller voir un expert comptable. Voilà, ça rentre directement sur notre feuille d'impôt dans la case micro-foncier. Comment ça se calcule un petit peu et quels sont les avantages et les inconvénients? Alors vous allez voir, il y a très peu d'avantages sur ce régime. Donc comme je disais, c'est le plus utilisé, mais c'est le moins avantageux. Je vous achetez un appartement qui vous génère 10 000 euros de loyer annuel. Comment ça va se passer? Le micro-foncier, on a un abattement de 30%. Comment ça se fait? En fait, l'État, il part du principe que le fait de louer son appartement, de le mettre en location, de le gérer, on a des charges, on a la taxe foncière, ça coûte à peu près 30%. Même si dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas. Peut-être que c'est que 20%, peut-être que c'est 50%. En tout cas, l'État il part du principe que ça vous coûte 30% de vos loyers annuels de gérer votre bien, de faire quelques travaux, de payer les charges. Et donc du coup, vous n'allez pas être imposé sur 10 000 euros, mais vous allez être imposé sur, dans ce cas-là, 7 000 euros. Donc ça veut dire que demain, tu achètes un appartement qui te génère 10 000 euros de loyer à l'année. Si tu ne fais rien, tu ne fais aucune démarche auprès de l'expert comptable ou toi-même tu ne fais aucune démarche administrative, l'État va partir du principe que ça vous coûte 30% finalement de charges, d'exploitation, de gestion pour gérer finalement votre bien. Et donc du coup, vous allez être imposé à hauteur de 7 000 euros. En fait, vous allez avoir un abattement de 30%. Ces 7 000 euros, ensuite, comment ils vont être imposés? De deux manières. Tout d'abord, avec votre tranche marginale d'imposition. Donc ça va être rajouté à l'impôt sur le revenu. Je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai faite sur l'imposition des loyers. Et les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc voilà, ça veut dire que si demain, c'est-à-dire tu ne fais rien, tu es en non meublé, tu as un grand logement ou tu as un petit logement, mais finalement tu n'as pas optimisé le régime fiscal, tu n'as pas optimisé la fiscalité, tu vas rentrer dans le régime micro-foncier et donc du coup tu vas avoir un abattement de 30%. Et ensuite, ça va se rajouter à l'impôt sur le revenu, avec ta tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%.
Alors comme je te l'expliquais, ici c'est important de savoir le montant des charges qui sont liées à ton achat pour savoir s'il y a plus intérêt à passer en micro ou en réel. Admettons, je prends un exemple. Sur votre bien ici, vous n'avez que 2 000 euros de charges. Bien, vous avez tout intérêt à rester dans ce régime fiscal parce que malgré que vous n'avez que 2 000 euros de charges, eh bien, en ne faisant rien, en laissant un micro foncier, l'État va partir du principe que du coup ça vous coûte 30%, donc finalement vous allez gagner 1 000 euros de plus. On va réduire votre imposition de 3 000 euros. A l'inverse, si dans vos calculs vous voyez que vous n'avez pas que 3 000 euros de charges, vous avez plus que les 30%, eh bien là, il y a tout intérêt, je vais l'expliquer juste après, de passer au réel. Donc c'est pour ça que dans la manière de fonctionner dans votre investissement, c'est important de connaître les différents régimes pour savoir s'il y a plus intérêt à passer par tel ou tel régime et pour savoir si on va payer plus ou moins d'impôts. Donc c'est pour ça que je te renvoie vers un expert comptable et vers un fiscaliste pour justement savoir en fonction de ta stratégie, de tes objectifs, quel est le mieux pour toi en fonction de ton bien, de ta cible, de tes revenus, de ta situation, etc. Donc on va passer directement au réel. Comment ça se passe le réel? Je reprends mon exemple. Tu achètes un appartement qui te génère 10 000 euros de loyer annuel. Comme je te l'expliquais, ici, il y a un abattement directement de 30%. Ici, tu n'as pas d'abattement. C'est toi qui vas devoir tenir ta comptabilité. Et donc, de noter tous les frais, toutes les charges qui sont liées à ton achat. Alors, je vais les noter. On a les intérêts d'emprunt, on a l'assurance, on a les charges de copro, on a la taxe foncière, on a la gestion locative, les travaux. Voilà. Là, le but, c'est que tu regardes aussi sur Internet ce qui peut être déduire ou non. Encore une fois, tu peux passer par un expert comptable et dire ça on déduit pas, ça on a le droit, ça on n'a pas le droit. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans la vidéo, mais voilà, tout n'est pas accepté, contrairement à certains des autres régimes. Donc voilà. Comment ça va se passer? On a nos 10 000 euros. Ici, je vais mettre des chiffres au hasard pour que ce soit le plus simple possible. On a 1 000 euros d'intérêt à l'année. Ici, on a 500 d'assurance, charge de copro 1000, taxe foncière 1000. Je vais prendre 500 de gestion locative. Et ici, je vais prendre, dans un premier temps, je vais garder 5000. Donc, on tire un trait et on regarde finalement le montant des charges qui sont liées à cet achat. Donc 5 000, 6, 7, 8, 9. Ici, on a 9 000 euros. Donc, nos 10 000 moins nos 9 000 euros, aujourd'hui, il nous reste 1 000 euros finalement de loyer imposé. Et on va être imposé de la même manière ici, avec notre TMI, notre tranche marginale d'imposition, donc les fameux 11, 30, 41, etc. Et les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça, c'est le réel dans le non meublé. C'est important de comprendre et de schématiser les deux parties, parce qu'ici, il y a des démarches à faire. Vous allez devoir dire à votre expert comptable que vous voulez être au réel lorsque vous êtes en non meublé. Et on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à noter tous les frais qui sont liés à notre achat, parce que là, on est imposé que sur 1 000 euros. Donc, admettons, on est à 11 et 17,2, du coup, on est beaucoup moins imposé sur 1 000 euros qu'ici sur 7 000 euros. Donc, c'est pour ça que ici, il y a l'avantage de rien faire, mais vous allez payer beaucoup plus d'impôts ici que si vous notez l'ensemble de vos frais. Alors maintenant, on va parler de déficit foncier. C'est la spécificité de ce régime fiscal. Là, comme je l'ai écrit ici, déficit foncier. Quelle est la particularité? Le déficit foncier, c'est lorsque nos charges, ici, lorsqu'on les additionne, on arrive à un résultat négatif. C'est-à-dire que nos loyers de 10 000 euros, les intérêts à 1000, j'ai fait le détail, on va dire que l'on a 20 000 de travaux. On tire un trait encore une fois, donc on a 20 000, 21, 22, 23, 24 000 ici de frais. Qu'est-ce qu'on fait? 10 000 moins 24 000, on est bien à un résultat de moins 14 000. Donc ça veut dire que sur cette année-là, je ne vais pas payer d'impôt sur mes loyers parce que j'ai beaucoup de travaux. Ils viennent effacer finalement mes loyers imposables. Et la particularité
la particularité ici, c'est que ici, c'est moins 14 000. La première année de détention du bien, on a possibilité de venir prendre ici 10 700 € et venir réduire notre imposition personnelle. Je m'explique, je prends mon temps. Je suis imposé personnellement parce que je travaille, j'ai des revenus professionnels à hauteur de 25 000 € à l'année. Donc je vais être imposé à hauteur de 25 000 €. J'achète un appartement, je fais des travaux à hauteur de 20 000 €, j'ai des frais qui sont liés à mon achat, les intérêts, l'assurance, charges de copro, taxes foncières, la gestion locative, et ça me rapporte 10 000 €. Comment ça se passe? Mes 10 000 €, je viens enlever l'ensemble de mes frais qui sont liés à cet achat, donc les 1 000 €, les 500, comme je viens de le dire, et on arrive à un résultat de moins 14 000, parce que j'ai fait mes 10 000 moins mes 24 000, ici, est égal à moins 14 000. Donc déjà, je suis sûr que sur cette première année-là, je ne paye pas d'impôt. Et la particularité du déficit foncier, c'est lorsque on a beaucoup finalement de charges, eh bien la première année, on a le droit de venir retirer finalement 10 700 € maximum des 14 000 et de venir ici réduire mon imposition professionnelle. Donc ça veut dire que la première année, je ne paye pas d'impôt sur mes loyers. Et là, peut-être qu'on était sûrement imposé dans une tranche à anciennement 14%. Et bien là, je ne vais pas payer d'impôt car je vais être imposé à hauteur de 14 300 €. Donc là, ça veut dire que je vais non plus payer très peu d'impôts par rapport à habituellement où j'aurais payé beaucoup plus d'impôts. Et donc la particularité, comme tu l'as compris, c'est qu'on a le droit de venir prendre et retirer 10 700 seulement la première année du reste en trop des charges que l'on a cumulées pour réduire notre imposition professionnelle. Donc ça, c'est vraiment ça la particularité. Par contre, on n'a pas le droit de répéter l'opération l'année d'après. D'accord? Si je refais des travaux 3 ans après, et ici je n'ai plus de charges finalement, eh bien je n'ai pas le droit de réutiliser les 10 700. Les 10 700 sont automatiques, c'est vraiment le montant maximum que l'on peut retirer de notre revenu professionnel. Et on n'a pas le droit de le refaire 3 ans après parce qu'on refait des travaux. Voilà, c'est vraiment la première année de détention du bien. Par contre, si j'achète un autre appartement, je refais des travaux avec justement des charges qui sont importantes, eh bien on va pouvoir réduire de 10 700 notre revenu professionnel parce qu'on a acheté un autre appartement et c'est vraiment la première année où on retire ces 10 700. Donc voilà, on va dire la différence dans la grande famille du non meublé entre le microfoncier et le réel. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris la différence. La particularité, c'est ça, c'est que ici, ça sera à toi de regarder s'il y a plus d'intérêt à passer en microfoncier, c'est-à-dire que tu as moins de 30% de charge, ou ici, parce que tu as beaucoup de travaux, tu as de la gestion, tu as de la taxe foncière, passer ici en réel, parce que tu vas pouvoir réduire au maximum tes loyers imposables, et surtout, la particularité, pouvoir baisser tes revenus professionnels si tu as une grosse tranche marginale d'imposition. Donc voilà pour cette grande famille. Maintenant, on va passer dans l'autre grande famille, le meublé. Donc je récapitule le schéma. On a deux grandes familles, le non meublé et le meublé. Et dans chaque grande famille, on a deux sous-familles, le micro et le réel. Donc là, j'ai expliqué dans le non meublé la différence entre le microfoncier, il y a un abattement, voilà, c'est forfaitaire, on n'a pas le choix, c'est l'État qui décide, point final. Et ici, on est au réel, donc on a une comptabilité à tenir. Dans la grande famille des meublés, de la même manière, on a deux sous-familles, le micro-BIC et le réel. Micro-BIC, tous les revenus qui sont tirés du meublé, c'est des revenus BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. À la différence ici au non meublé, où c'est des revenus civils dits fonciers. C'est vraiment l'imposition sur le revenu. Alors, comment ça se passe pour le micro-BIC? Comme le micro-foncier, l'État, il part du principe où le fait de louer un appartement, de le mettre en gestion, on a des charges, taxes foncières, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, eh bien, elle part du principe que ça coûte de l'argent. Alors ici, en l'occurrence, donc je reprends mon exemple avec mes 10 000 € de loyer annuel.
Puisque c'est du meublé, eh bien, il va faire très simple. On doit apporter du mobilier, on doit apporter un service supplémentaire. Il y a peut-être des charges aussi qui sont supplémentaires. Donc, l'État part du principe où ça vous coûte 50% finalement de vos loyers encaissés de mettre en location, de gérer comme j'ai pu le dire avant. Donc ça veut dire que lorsque vous achetez un appartement, vous avez 10 000 euros de loyer, vous le mettez dans le régime du meublé et donc automatiquement, lorsque vous êtes en microbic, vous avez un abattement de 50% et donc du coup, vous allez être imposé à hauteur de 5 000 euros. Et les 5 000 euros, de la même manière, comme ici et comme là, on a notre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc voilà. Pour la partie micro, c'est aussi simple que ça. Le micro, c'est un abattement forfaitaire qui est choisi par l'État. 30% pour le non meublé, 50% pour du meublé. Encore une fois, il y a des démarches à faire au niveau du meublé, parce qu'on doit montrer et dire à l'expert comptable par rapport au bail de location que c'est du meublé. Et lorsqu'on est en microbic, voilà, on n'a rien à faire. On ne va pas détailler, comme on l'a fait ici, les charges. Je ne m'embête pas. Je fais un abattement de 50% et donc du coup, on est imposé sur ce qui reste, tout simplement. Encore une fois, c'est pour ça que je te conseille vivement de calculer avant les charges qui sont liées à ton bien pour savoir s'il y a plus intérêt à être en microbic ou s'il y a plus intérêt à être au réel. Donc c'est pour ça que c'est important d'anticiper finalement tous les frais, tout ce qui est lié, toute la fiscalité du bien pour savoir si c'est mieux d'être au micro avec un abattement ou d'être au réel dans le non meublé comme dans le meublé et à réduire l'ensemble des loyers grâce aux charges, aux frais qui sont liés. Donc voilà. Je vais passer au réel. Alors là, c'est la partie un peu plus complexe. Je ne vais pas encore une fois rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. On va parler de LMNP, loueur meublé non professionnel, et de LMP, loueur meublé professionnel. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler la différence entre les deux régimes. Le but, c'est que je t'explique dans la grande famille du meublé quelle est la différence entre le microbic et le réel. Alors, tu vas voir qu'il y a des similitudes avec le réel dans le foncier, comme on a des similitudes entre le microfoncier et le microbic. Je reprends mon exemple. Je prends mes 10 000 euros de loyer encaissé. Aujourd'hui, tu achètes un appartement, tu le mets en location, c'est une petite surface, tu décides d'être en meublé. Par contre, voilà, tu as fait tes calculs, tu penses que tu as plus que 50% de charges parce que tu as fait des travaux, tu as des frais. Donc du coup, tu décides de passer en réel. Encore une fois, c'est des démarches qu'il faut faire auprès de l'expert comptable parce qu'on est en revenu BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Alors ici, on va pouvoir, de la même manière que le foncier, déduire un certain nombre de charges pour baisser nos loyers. Alors, les intérêts, l'assurance, charges de copro, taxes foncières, gestion locative. On va pouvoir enlever la comptabilité. La comptabilité, c'est les frais de comptable que tu vas avoir par rapport à la gestion de ton bien. On va pouvoir aussi mettre les frais de notaire, donc ce qu'on appelle les frais d'acquisition, les frais d'agence s'il y a, en fonction de si tu es passé par un professionnel ou un particulier. On a toujours cette notion de travaux que tu vas pouvoir retirer et réduire. On a des taxes, alors c'est la taxe CFE, on va pouvoir réduire ici. Et on va parler de la notion d'amortissement qui va rentrer en compte. Donc là, rien qu'ici, tu peux voir que dans le meublé, on enlève beaucoup plus de choses. Dans les travaux, ici, dans le non meublé, dans le foncier, je t'ai dit qu'il y avait un certain type de travaux qui pouvaient être enlevés, c'est-à-dire les travaux d'amélioration, d'entretien et de rénovation. Donc on va dire que c'est les rénovations les plus simples possibles. On va dire que c'est de la peinture, c'est changement de sol, ça c'est des choses qu'on va pouvoir réduire. Tout ce qui est agrandissement,
les travaux de construction, reconstruction, ici on ne pourra pas les enlever. Par contre, au niveau du réel, on va pouvoir enlever tout type de travaux. C'est pour ça que c'est intéressant de passer au réel en meublé. Encore une fois, c'est en fonction de la demande, du marché, etc. Donc ici, dans les travaux, on va pouvoir vraiment tout enlever, tout type de travaux. Ici, au réel, on va parler d'une notion d'amortissement. L'amortissement, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de prendre un exemple très simple. J'ai une société, j'achète un ordinateur. L'ordinateur, il me coûte 3 000 euros. Donc ça, je le dis à l'expert comptable. L'expert comptable, lui, sur sa comptabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que à partir de 3 ans, voilà, ça c'est lui qui le détermine, eh bien, ton ordinateur il sera obsolète, c'est-à-dire qu'il va se déprécier, il va perdre de la valeur. Et au bout de 3 ans, il faudra changer finalement cet ordinateur et donc en racheter un nouveau. Donc cet ordinateur qui vaut 3 000 euros à la base, eh bien, tous les ans, on va venir amortir le bien. Donc on va prendre 3 000 euros et au bout de 3 ans, il faut le changer, donc divisé par 3, ça fait 1 000 euros. Et qu'est-ce qu'on fait sur notre comptabilité? On va mettre en charge, encore une fois, ce n'est pas réellement une charge parce que l'ordinateur, on l'achète, ce n'est pas réellement une charge tous les ans, mais on va venir réduire 2 000 euros ici, eh bien, on va rajouter 1 000 euros dans toutes les charges pour baisser notre imposition. Alors là, ici, j'ai pris l'exemple de l'ordinateur, mais l'amortissement, ils sont liés aux biens, aux travaux et au mobilier, c'est-à-dire les meubles que l'on achète. Comment ça se passe? C'est que l'expert comptable, eh bien, il va venir amortir le bien, les travaux et les meubles. Alors, sous quelle période? Entre 25 à 30 ans et 35 ans, donc je vais prendre 30 ans ici. Travaux sur 10 ans et les meubles de 3 à 5 ans, moi je vais prendre 5 ans. Alors, comment ça se passe? L'amortissement du bien. J'ai un bien qui coûte 300 000 euros. 300 000 euros, il va s'amortir tous les ans pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'il va perdre de sa valeur, même si foncièrement, par rapport au marché, il ne perd pas de valeur. Mais l'amortissement, c'est ça. C'est qu'il part du principe où ça va se déprécier. Donc du coup, il y a un amortissement, il y a une charge en plus qui va s'accumuler sur notre comptabilité. Donc un bien qui nous coûte 300 000, je vais venir l'amortir sur 30 ans. Ça veut dire que tous les ans, eh bien, on va noter une petite ligne avec écrit 10 000 euros qui sera rajoutée à toutes les charges ici. Donc ça veut dire que si j'encaisse 10 000 euros, j'ai déjà un amortissement de 10 000 euros. Ça veut dire que déjà tous les ans, eh j'aurai quelque chose dans le négatif ou à l'équilibre. Donc je sais que je ne vais pas payer d'impôt pendant 30 ans. Parce qu'on a 10 000 euros ici d'amortissement par rapport à 10 000 euros de loyer. Si on sait que les loyers ne vont pas augmenter, on sait que très bien qu'on ne va pas payer d'impôt. Les travaux, imaginons, tu as fait 100 000 euros de travaux, 100 000 euros divisé par 10, encore une fois, on a 10 000 euros d'amortissement tous les ans. Et pour les meubles, tu as acheté pour 10 000 euros de meubles par 5, donc ça veut dire que tu as 2 000 euros. Donc ça, c'est vraiment cette notion d'amortissement qui est hyper importante et hyper avantageuse dans ce régime fiscal, parce qu'elle permet, alors que ce n'est pas réellement une charge pour toi, je le répète, mais elle permet de réduire nos loyers imposables. Donc ça veut dire que lorsque l'on a 10 000, 20 000, même 30 000 euros ici de loyer, on va enlever ici quelques frais. Donc c'est des frais minimes, on va dire, par rapport à l'amortissement. Mais au cumulé, ici on a déjà 22 000 euros entre l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux, l'amortissement des meubles. Bien, on est sûr que pendant 10 ans, eh bien, on ne va pas payer d'impôt sur ce bien. Donc il y a un réel avantage à connaître les différents régimes fiscaux dans la globalité, parce que demain, lorsque tu vas analyser un marché, imaginons tu es sur un marché, sur une ville où tu as besoin de T4, de grandes maisons, de grands appartements, parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus familiale par rapport à de l'étudiant, aucun intérêt à passer sur du meublé, parce que les grandes familles, souvent, elles restent longtemps, elles ont déjà leurs meubles, donc du coup, le bail de location, il ne va jamais se faire en meublé. Donc, il n'y a plus d'intérêt à passer en non meublé, sûrement au réel, si tu as fait des travaux. Si tu n'as pas fait de travaux, tu as des frais qui sont très faibles, à ce moment-là, passer en micro-foncier. Et si demain, tu as analysé ton marché, tu as une demande étudiante parce que tu as des gares, tu as des écoles, il y a du dynamisme, eh bien, il y a tout intérêt à regarder s'il y a un intérêt à passer en meublé.
et au réel parce que, encore une fois, toi, tu as pris en compte que tu avais beaucoup de charges qui étaient liées à ton bien et surtout, tu as cette notion d'amortissement qui est pris en compte dans le réel, dans le régime du meublé, qui n'est pas pris en compte ici. Elle est là la grosse différence entre le meublé, le non meublé ici et le meublé là. Il est vraiment sur la notion d'amortissement et il y a un certain nombre de charges ici qu'on peut enlever dans le meublé que l'on n'enlève pas dans le non meublé. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dans la vidéo. Je détaillerai le régime fiscal du déficit foncier et du LMNP plus tard dans d'autres vidéos. Le but encore une fois c'est que tu comprennes facilement, on va dire, la globalité de l'imposition des loyers. Voilà. Encore une fois, je te conseille de te faire guider et de te conseiller par un expert comptable, un fiscaliste, tout simplement pour t'orienter, pour te guider. Et puis à un moment donné, si tu as des questions, est-ce que tel frais, est-ce que je peux l'enlever? Non, et bien au moins tu lui demandes et il va savoir dans quelle catégorie ça se met. Mais en tout cas, voilà, le but de la vidéo, c'est vraiment que tu saches sur quel pied danser, on va dire, comme ça, pour savoir s'il est plus intérêt de passer en meublé, en non meublé, qu'est-ce qu'on enlève comme charge, est-ce qu'il y a plus intérêt à passer en micro ou au réel. Donc voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à liker, à mettre un commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Et puis n'hésite pas à me dire eh bien, des thèmes de vidéos que tu voudrais que j'aborde sur ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc voilà, je te remercie et je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.